bonjour au premier participant du Bourbier. Vous êtes en avance. Ça commence dans 4 minutes. Alors, Sébastien, hop. Bonjour tout le monde, salut Benoît. Ok. Tout est en place. Donc, on va attendre quelques minutes avant de commencer du Bourbier. Tac, tac, tac. On va encore attendre 2-3 minutes avant de commencer. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants connectés, c'est top. Et ça devrait encore bien se remplir. Allez, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Je vois encore pas mal de gens qui arrivent. Je vois notamment pas mal de personnes qui reviennent de Bourbier en Bourbier, ça fait plaisir. Allez, bon bah écoutez, on est déjà pas mal connectés, donc on va pouvoir
commencer cette nouvelle édition du Bourbier avec Sébastien qui fait le grand honneur de nous rejoindre pour ce Bourbier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Rosier, ça fait une dizaine d'années que je fais du produit. J'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui je suis cofondateur et CPO d'Advisory et bien évidemment animateur de ce magnifique événement qu'est le Bourbier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Bourbier, c'est une instance un peu originale où on vient témoigner de nos galères respectives parce que oui, on vit tous des belles galères dans le monde du produit, mais c'est dans les galères qu'on apprend et c'est bien ça qui est top avec le Bourbier puisqu'on apprend des galères des autres, on va apprendre des galères de Sébastien et donc pas besoin de se planter soi-même pour apprendre. Aujourd'hui, on va apprendre grâce à Sébastien. Donc juste en 30 secondes pour présenter Advisory. Donc Advisory, c'est une agence dédiée au monde du produit. Donc on adresse différents métiers autour du produit, le métier de product manager bien évidemment, mais pas que, les métiers de product designer, product engineer. Et on fait également beaucoup de formations parce que c'est une de nos grosses ambitions d'arriver à évangéliser et promouvoir autour de cette belle discipline qu'est le product management. On dispose d'une entité qui s'appelle Product Campus qui dispense pas mal de formations, notamment de formations en ligne à des prix qui sont très accessibles, contrairement à d'autres formations. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, pour monter en compétence sur des sujets différents, parce que c'est vrai que la discipline du product management, c'est une discipline qui est évolutive. Et donc, on a notamment sorti, là, il y a quelques semaines, une formation dédiée à l'accessibilité pour apprendre à construire des produits accessibles. Car aujourd'hui, malheureusement, on a encore trop peu de nos produits qui sont accessibles et on exclut de facto une grosse partie de la population, environ 20% de la population en France, malheureusement. Donc voilà pour la petite introduction. Donc juste pour rappel, pour ceux qui découvrent le format du Bourbier, donc on fait ça via Livestorm. Donc l'objectif c'est que ça soit une discussion et que je prenne un maximum de questions. Donc vous avez un module qui est le module questions. N'hésitez pas à mettre toutes les questions qui vous viennent en tête. Il n'y a pas de mauvaises questions et de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc j'irai pas voir malheureusement la partie chat. Je vais juste m'occuper de la partie questions. Voilà. La partie chat, c'est plutôt pour se dire coucou et échanger entre vous. Moi, je m'occupe uniquement de la partie question. Donc voilà pour la petite intro et la petite présentation. Et donc aujourd'hui, comme je disais, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sébastien, qui est Head of Product d'AgoraPulse. Donc ça fait 12 ans que Sébastien travaille chez AgoraPulse. Donc il a vécu beaucoup de choses, de First PM à Head of Product, d'une belle organisation produit. C'est tout ce qu'on va voir avec Sébastien. Et donc, Seb, je te laisse la parole si ça te va. Super, salut Benoît et bonjour à tout le monde et bon appétit à ceux qui seraient en train de manger. Alors effectivement, j'ai démarré chez AgoraPulse en 2010. Je proviens d'un background plutôt marketing business et pas du tout tech. On était 6 quand j'ai rejoint l'entreprise. On est désormais un peu plus de 160. Il y a eu une phase où il n'y avait pas vraiment de fonction produit et on va y venir, à une phase où il y avait une personne au produit, à une phase où aujourd'hui on est une équipe de 20 personnes au produit sans compter la partie engineering. Et on est passé de donc c'est une personne à maintenant 5 tribes. Donc voilà, il y a effectivement, comme le disait Benoît, beaucoup de learning et beaucoup de choses à tirer de cette expérience. Si tu veux passer peut-être Yes. au menu. Voilà, donc l'idée c'est que je vais découper un petit peu l'intervention en quatre points. Le premier, c'est le first PM. Je vous raconterai une petite anecdote sur comment finalement je suis devenu le first PM d'AgoraPulse. Ça ne s'est pas fait en 30 minutes de conversation, donc je vous raconterai ça. La croissance de l'équipe qui est évidemment un enjeu majeur et crucial quand on commence à scaler et avoir des problématiques dans tous les sens, un scope fonctionnel qui est vraiment large. Et enfin, l'organisation produit que je découpe en deux en fait, le point 3 et le point 4, l'organisation qui est comment on s'assure de créer de l'alignement et de l'autonomie. Et cet alignement et cette autonomie vont venir avec un leadership produit aligné et équilibré. Donc voilà. On va tenter d'aborder tout ça. Comme disait Benoît, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, à part celles que vous n'oserez pas poser. Donc allez-y, shootez les questions.
Donc, First PM. Alors, chez Agorapulse, quand je suis arrivé en 2010, il y avait donc, comme je disais, pas de produit. On était une équipe de 6 personnes. On avait 3 personnes en charge du développement, et puis après, le reste, c'était du support, du sales, du marketing, avec un ancien métier, puisque Agorapulse y est venu 1 an après mon arrivée. On faisait autre chose avant. Et quand l'entreprise a évolué et qu'on a commencé à grandir, donc moi, au début, quand je suis arrivé, je faisais du marketing. Marketing au sens très large, hein. J'ai fait aussi du support, j'ai fait du sales, j'ai fait les montages de meubles quand on a déménagé, changé de bureau. Enfin voilà, on fait un peu tout quand on est 6. Et au fur et à mesure donc de l'expansion de l'entreprise, on a commencé à remplir les rôles qui avaient besoin d'être remplis, et puis mon scope à moi a commencé à bouger un petit peu. Jusqu'à ce qu'un jour, notre fondateur, donc on a 2 cofondateurs, donc on a Aymeric qui est le CEO, on a Benoît qui est le CTO, et donc Aymeric est venu me voir avec notre ancien CMO en me disant: «Voilà, on a personne aujourd'hui qui gère vraiment les problématiques produits pour une boîte produit. Est-ce que tu voudrais bien t'en occuper?» Et là, le learning que je fais aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est que j'ai donné la meilleure réponse possible à ce moment-là, qui était de dire: «Je ne sais pas». Je ne sais pas si je veux vraiment être la personne en charge du produit dans une boîte où, à l'époque, on était une vingtaine, je crois, ou 25 peut-être, avec des fondateurs qui étaient très impliqués dans le produit, c'était leur bébé, avec des vraies problématiques de mais où est-ce que je vais me positionner en fait? Ça veut dire quoi faire du produit dans une boîte où on n'est pas tant que ça, que les fondateurs sont très impliqués, et que la roadmap, vu le scope fonctionnel qu'on avait, était assez «limpide» entre guillemets. Donc voilà, ça c'était vraiment le début, et la discussion, parce qu'il y a eu une vraie discussion, a duré approximativement 2 mois, où, sans le savoir, je faisais un travail de clarification du rôle, de définition du périmètre. Je demandais au fur et à mesure: «Qu'est-ce que ça veut dire de prendre le produit? Est-ce que je vais owner les succès, mais aussi les échecs? Est-ce que je vais vraiment être celui qui va gérer le produit, ou est-ce que je vais finalement être celui qui va exécuter ce qu'on va me demander?» Alors évidemment, quand on commence dans le produit, il y a 10 ans, la littérature, elle est pas dingue, il y a pas beaucoup d'exemples, il y a peu de ressources, mais il y a un truc dont j'étais sûr, c'est qu'il y avait besoin d'une personne, et que la volonté de l'entreprise slash des fondateurs était d'avoir une personne qui pourrait owner ça, à court, moyen, long terme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, au bout de 2 mois, j'ai dit: «Allez, c'est parti, on va prendre le produit», avec une définition du périmètre qui était très claire, qui était de dire: «OK, tu vas owner le produit, ça veut dire que tu vas proposer la roadmap, et on va la challenger, et puis on va voir ce que ça donne». Évidemment, tu ne peux pas owner un produit, comme ça, parce que, tu l'as jamais fait, et qu'on a une vision, nous, fondateurs, de ce qu'on a envie de faire, mais on va s'aligner au fur et à mesure. Et donc le défi là-dedans, c'est vraiment la clarification du rôle et du périmètre, et si vous êtes aujourd'hui First PM dans votre entreprise, et que vous avez encore des doutes sur, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui mon rôle en tant que PM avec des fondateurs qui sont présents, et cetera, allez clarifier ce périmètre et votre zone d'intervention. Et peut-être, Sébastien, pour rebondir sur cette notion de first PM, Mmh mh. est-ce que pour toi, le rôle d'un first PM est très différent d'un rôle de PM, tu vois, d'une organisation produit peut-être un peu plus mature? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il faut que tu aies des skills plus orientés autour de la user research et de l'exploration produit, ou pas forcément? Enfin, comment tu vois les choses? Non, alors, je pense que le first PM, ça doit être quelqu'un de très pragmatique. C'est ce que je dis, dans la petite slide en bas à droite là. Partir trop vite, trop loin dans la théorie de ce qu'on a appris, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a eu des séances de coaching ou de training, ou de formation, ça peut être un vrai danger. Il y a beaucoup de théories dans le monde du produit, puis après quand on se rend compte de la pratique et du concret de la vie de l'entreprise, avec un produit qui évolue, des clients qui sont pas contents, avec, des sales qui ont besoin de ceci, de cela, et cetera, on revient vite à quelque chose de très concret, quoi. Mmh. Non, je dirais que la différence principale, c'est qu'en first PM, normalement, rien n'existe. Donc il y a tout à mettre en place. Donc on va se tromper, on le sait. Il faut mettre en place une première organisation. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'arrivais tous les lundis matins, et puis on se demandait un peu ce qu'on allait faire. Alors, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça, quoi, hein. Et tous les lundis matins, la boule au ventre, le stress de se dire, «J'ai une équipe de 10 développeurs qui sont devant moi, et ils vont avoir besoin d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, la semaine d'après, dans 6 mois, et cetera». Donc
Pour moi, le plus important, c'est de mettre une première forme d'organisation, pas trop rigide, parce que souvent, on n'est pas nombreux, c'est pas une grosse boîte qui accueille un first PM. Donc il faut quelque chose d'assez agile, lean, pour essayer d'aller droit au but. OK. L'enjeu, du coup, c'est de s'imposer sans forcer, comme je l'écris là. Le rôle de PM, il est difficile, il est flou, il est exigeant, il est évidemment parfois incompris, et je pense que tous ceux qui sont ici et qui nous écoutent vont se reconnaître dans cette définition, mais il reste passionnant, riche et surtout il est crucial. Donc une fois que l'entreprise décide d'avoir un first PM, il faut que l'entreprise sache exactement pourquoi, quel périmètre et quelle autonomie on donne à cette personne. Mmh. Donc voilà, sur ce sujet-là, le plus important encore une fois, c'est que pour éviter de partir dans une direction où le first PM devient un vrai bourbier, restez pragmatique. Ne partez pas trop loin sur la théorie de ce que vous avez lu. C'est bien de lire, c'est bien de regarder les webinaires, c'est bien d'aller chercher des formations, mais attention parce que parfois entre la théorie et la réalité de la vie de l'entreprise, il peut y avoir une vraie friction. Donc voilà, soyez pas étonnés, c'est normal et vous allez ajuster votre rôle en fonction de l'organisation et du niveau de maturité de l'entreprise. Voilà, ça c'est je crois le plus gros learning, c'est celui-là. Et peut-être une question justement sur ce rôle de first PM qui est quand même particulier. Effectivement, quand on arrive, sur, bon, des startups qui sont plus ou moins early stage, on Mmh. est first PM, la relation avec les cofondateurs, elle peut être un petit peu particulière puisque, historiquement, c'est peut-être un cofondateur qui, gérait le produit. Justement, est-ce que tu aurais, des tips là-dessus pour, avoir une bonne relation avec, les fondateurs sur, je sais pas, la définition de la vision produit, les pivots potentiels qu'il faut apporter au produit? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en compte, mais le plus important et c'est celui qui paraît peut-être le plus évident, c'est la culture. Il faut être aligné avec la culture d'entreprise que les fondateurs veulent mettre en place. La culture d'entreprise, mine de rien, dans le produit, ça joue beaucoup, parce que, on va apprendre à travailler avec ses stakeholders en fonction de la culture d'entreprise qu'on a et des valeurs communes qu'on a ensemble. Donc à partir du moment où moi, je sais qu'avec Emric, par exemple, on avait des valeurs assez similaires sur, la manière dont on envisage l'expansion de l'entreprise, la croissance de l'entreprise et le fait qu'évidemment, je ne pouvais pas disposer de la vision alors que je venais juste de prendre le rôle, de leader le produit, j'acceptais. J'ai évidemment accepté que quelqu'un avait la vision, quelqu'un était là pour, pousser les sujets, pour, heu, pousser sur certaines priorités. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut accepter en tant que first PM, c'est qu'on n'est pas le CEO de son produit. Alors c'est un parti pris que j'ai, hein, je sais que ça c'est une vraie question. Est-ce que le PM est le CEO de son produit? Moi, je crois pas que le PM à ce niveau-là soit le CEO de son produit. C'est quelqu'un qui va devoir, assez rapidement comprendre la vision des fondateurs et la rendre, concrète pour que les équipes puissent bosser dessus. Et ça va demander évidemment donc, ce que je disais, un alignement avec les valeurs. Mais il y a un autre critère qui pour moi est vraiment important, c'est l'intelligence émotionnelle de la personne qui prend ce rôle. Mmh. Heu, on est vraiment en train de parler de quelqu'un qui va se retrouver entre le marteau et l'enclume, hein. Ça veut dire qu'il faut savoir quand parler, quand se taire, quand intervenir, quand laisser couler, quand vraiment step up sur une priorité et quand, se dire que ça, on peut laisser de côté. Voilà, c'est un vrai critère aussi qui est important, difficilement mesurable, malheureusement, mais qui est clé dans la réussite d'un first PM. OK. Et puis après, il y a une dernière question de Yann et puis après on pourra basculer sur la partie Ouais. recrutement, qui est: est-ce que, tes différentes expériences, notamment ton background sur la partie marketing, et d'autres backgrounds t'ont aidé déjà, en tant que first PM et puis après plus largement en tant que PM? Alors, c'est une vraie bonne question. En tant que first PM, je suis pas sûr qu'elle m'ait aidé. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé en tant que first PM, c'était de savoir où me positionner et donc c'est cette fameuse réponse à la question: «Est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux leader le produit?» Je sais pas. Cette période de 2 mois, elle m'a vraiment permis de me mettre bien dans mes «pompes» entre guillemets, pour me dire: «OK, i après 2 mois, ils veulent toujours que je prenne ce poste-là». Donc ça veut dire que, pour eux, je suis la bonne personne et donc on va pouvoir travailler ensemble. Ils me font confiance. Pour le background de sales marketing, je dirais que ça me sert beaucoup, beaucoup aujourd'hui et j'y reviendrai dans la croissance de l'équipe.
Donc, first PM, si tout se passe bien, l'équipe et l'entreprise croît. Et il y a rapidement une question qui va commencer à se poser, c'est quoi une équipe produit? Et c'est assez marrant parce qu'en préparant ce webinaire, je me suis, vu me poser la question que finalement je vois vraiment régulièrement, qui est, il y a quoi dans l'équipe produit? C'est quoi les équipes produits? Est-ce qu'il y a l'engineering dedans? Est-ce que, il y a de la data dedans? Est-ce qu'il y a du product marketing dedans? Est-ce qu'il y a évidemment le PM, le design et cetera? Donc ça pose une vraie question. Le gros risque que je vois et celui que j'ai expérimenté moi-même pour le coup, c'est de pas toujours recruter les bons profils. Alors après, on peut toujours trouver des raisons pour lesquelles on a recruté le profil A, le profil B. Il y a des phases de maturité de l'entreprise, qui font qu'on va privilégier certains recrutements. Heu, mais en fonction de votre scope fonctionnel et de comment vous devez, interagir avec, les stakeholders, de l'entreprise, on va privilégier des profils plutôt juniors ou plutôt seniors. Hem et parfois miser plutôt sur les hard skills que sur les soft skills. Mais in fine, il y a vraiment un vrai sujet sur quel type de profil on a besoin à l'instant T. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes en phase de recrutement, alors je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de recruter, déjà avec l'environnement économique, hem, mais quand même, si vous êtes en train de recruter, les profils sont difficiles à trouver. C'est, tout ce qui est, product management, product design, QA, dans la data, ça va à peu près, et dans l'engineering, on sait à quel point c'est difficile. On sait que c'est trendy, on sait que les salaires sont en explosion complète. On a un marché qui est complètement, j'ai envie de dire, complètement pété. Parce que, bah, il y a eu des levées de fonds, il y a eu, des entreprises aux États-Unis qui payent, les gens vraiment très, très cher. Avec l'expansion du remote, ça ne fait qu'influer, sur les autres marchés. Donc voilà, on sait que les profils sont difficiles à trouver. Il y a 2 choses, moi, que je peux conseiller à ce niveau-là. Si vous êtes dans la capacité de le faire, c'est d'avoir un recruteur en interne. Nous, on a littéralement changé, beaucoup de choses une fois qu'on a eu, le recruteur en interne. Ça nous a vraiment, vraiment facilité la tâche. Et 2, parler avec les cabinets de recrutement qui sont vraiment spécialisés dans les métiers que vous cherchez, et pas juste: «Ah tiens, au fait, on fait en plus ces métiers-là». Ça, c'est compliqué. Vous allez avoir du volume, mais très peu de qualité. Le deuxième point, c'est l'adéquation primordiale avec les équipes en place et c'est vraiment, vraiment important. Quand vous commencez à avoir une équipe en place, pas forcément une équipe produit, hein, quand vous avez, de l'engineering en place, quand vous avez de la data en place, quand vous avez vraiment les gens avec qui au produit vous allez collaborer au quotidien, vous avez besoin de vous assurer que le fit, alors je reviens à la culture et aux valeurs, mais vous assurer que le fit, il est en place. Vous avez vraiment besoin de s'assurer que les gens qui vont rejoindre votre entreprise, ils sont alignés avec vos valeurs. Et je disais tout à l'heure, en commençant cette partie-là, qu'il y a des choix à faire, soft ou hard skills, junior, senior. À une époque, on a recruté une personne qui avait des hard skills, vraiment, béton. Les soft skills semblaient discutables, mais semblaient passer aussi. À l'instant où on a recruté cette personne, on savait que c'était bon. On savait que c'était le profil dont on avait besoin, parce qu'on avait besoin d'améliorer les choses, de faire bouger les lignes. On avait vraiment besoin d'une expertise pure et dure. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on se rend compte que, une fois que l'expertise elle est là, cette personne elle a fait quelque part, ce pourquoi elle était vraiment faite, donner du hard skills et faire monter en compétences. Mais en termes de soft skills, c'était plus compliqué. Donc à terme, on sait que, quand on n'est pas aligné en termes de valeurs, au bout d'un moment les histoires, se séparent, et on va chacun faire notre route de chaque côté. Mais c'était un choix volontaire qu'on a fait. Donc heu, dans le split junior-senior aussi, une erreur que moi j'ai faite, c'était de mettre, 2 personnes juniors sur un scope fonctionnel très complexe. Ce qui fait qu'on avait une équipe engineering, plutôt senior avec, une partie produit dans la squad bien plus junior et ça a créé tout un tas de dysfonctionnements. Un manque de confiance entre les uns et les autres, un manque de compétences, un manque de vision, un manque d'alignement, un manque de, comment je peux m'imposer alors que je suis junior et que les autres en face voient bien que je suis junior et que j'arrive pas
à faire casser cette barrière. Enfin voilà. Et il y a vraiment une importance sur le choix des profils et là pour le coup, moi ça a été une vraie erreur qui a eu des répercussions, hein, en termes de production, de produits et de livrables à la fin. Donc voilà, un mauvais recrutement, c'est OK, seulement si on réagit vite. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on peut se tromper, hein, il y a pas de recette magique au recrutement. On peut faire des case studies, on peut faire des who interviews, on peut aller loin avec des process qui vont durer des heures et des heures. La réalité, c'est qu'on peut quand même se tromper, mais que si on se trompe, on peut réagir et si on réagit vite, ça va bien se passer. Ouais, ça c'est effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi un constat qu'on a partagé, chez Advisory parce que nous, on a dû recruter entre 150 et 200 product managers et c'est vrai que les quelques fois où on s'est planté, parce qu'on en a fait aussi des erreurs de recrutement, c'est sur des personnes qui avaient des très bons hard skills, mais des moins bons soft skills. Et donc ça effectivement, comme tu le dis, sur la durée, dès que tu as un contexte qui convient un peu moins, bon, bah, c'est compliqué de faire évoluer, la personne. Alors qu'effectivement, des personnes qui ont des très bons soft skills, mais parfois des hard skills un peu moins bons, bon, bah, sur la partie hard skills, je trouve que c'est quand même plus facile de bouger et d'évoluer, là-dessus, quoi. Absolument, ouais, ouais, on a fait le même constat et on s'est même posé la question pendant un temps, est-ce qu'on doit avoir une échelle d'acceptabilité de soft skills versus des hard skills? Mmh. Bon, finalement, on s'est juste dit, ce que je viens de dire, c'est-à-dire un mauvais recrutement, c'est OK si on réagit vite et Mmh. il faut surtout recruter en ayant une idée très concrète de la mission que la personne va effectuer. Ouais. Sur le recrutement, parce qu'effectivement l'organisation d'aujourd'hui côté Agorapple, c'est pas la même que, il y a 7-8 ans. Mmh. Est-ce que les product managers que tu recrutes sont les mêmes dans une organisation produit, tu vois, plus mature avec, plusieurs tribes, des équipes produits bien structurées, qu'au début où effectivement, bon, bah, vous êtes encore sur des pivots réguliers, tout est un peu moins structuré, l'orga, moins mature d'un point de vue produit? Heu, comment vous tu géré les choses? Alors je sais pas si on peut forcément lier ça au niveau d'organisation. Je dirais que ça dépend plus de la maturité de l'entreprise et de ses moyens aussi. Heu, En gros, moi ce qui s'est passé quand j'ai recruté la première personne qui nous a rejoints, qui s'appelle Metradé, qui est notre PM encore aujourd'hui pour nos reports. C'est que je cherchais quelqu'un qui ne soit pas complètement bleu dans le product management, mais je cherchais pas quelqu'un qui avait, 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine. Déjà 1, ça existait pas et 2, c'était au-dessus de nos moyens de recruter une personne comme ça. Ça allait créer des vrais sujets, des vraies questions donc j'ai recruté quelqu'un qui, d'un point de vue déjà soft skills, fitait parfaitement. Ça a été, assez rapidement, heu, un fit, complet avec la personne, et ensuite en termes de skills, on montait notre première squad quand elle a été recrutée et donc c'était une personne qui allait parfaitement fitter avec, la construction d'une équipe, avec l'humain, avec la gestion des stakeholders et cetera donc globalement, c'est un choix que j'ai fait par rapport au niveau de maturité de l'entreprise et de l'organisation aussi, mine de rien, finalement, parce que, on montait notre première squad. Aujourd'hui, à refaire, hem, comme je le disais, il y a des profils qui étaient juniors, qui nous ont rejoints. Peut-être que, je ferai autrement, peut-être que je recruterai plutôt un senior, avec le recul, parce que encore une fois, le scope fonctionnel était hyper balèze. Qu'en face, j'avais entre guillemets «en face», côté engineering, j'avais des gens qui étaient vraiment compétents et qui sont toujours d'ailleurs, compétents et voilà. Ça, c'est vraiment pour moi un learning, faut avoir un et je vais y venir dans le point numéro 3. C'est vraiment l'importance d'avoir des relations équilibrées, en fait, entre Mmh. les gens qui travaillent ensemble. C'est vraiment important. OK, top. Ce que je te propose, c'est qu'on bascule à la partie numéro 3, mais juste avant de basculer, faire un mini retour en arrière avec une question, de Leïla. Ouais. Qui est très intéressante en fait, effectivement, quand tu bosses avec, des CEO et CTO qui sont, convaincus, d'un concept, d'une fonctionnalité, que toi tu es pas forcément d'accord en tant que product manager parce que tu as peut-être une user research qui va dans une autre direction. Hem, Comment tu fais pour gérer, parfois ces désaccords avec le CEO, le CTO, voilà, pour pas avoir non plus, l'impression, comme le dit Leïla, que tu voles la place, du CEO et du CTO qui a eu l'idée du produit, et qui a des idées de fonctionnalité? Alors, c'est un vrai sujet. Hem, j'ai jamais enfin, je veux dire, j'ai jamais été confronté à ça. Si, si, si. Mais le truc, c'est que j'ai très vite accepté le fait que je n'étais pas le CEO.
ni le CTO d'ailleurs. Ce qui fait qu'en tant que first PM, alors je ne sais pas si Leila est first PM et à quel niveau de taille d'entreprise on se situe. Mais en gros, il y a un point sur lequel tu as un leverage et il y a un point sur lequel tu n'en as pas. Celui sur lequel tu n'en as pas, c'est la réaction de la personne. Le CEO, le CTO qui va se sentir dépossédé de son sujet, etc. Ça, c'est pas ton problème en tant que PM. Toi, ton problème en tant que PM, c'est de s'assurer de faire de construire la meilleure solution pour ton audience et pour le problème à résoudre. En revanche, là où tu as un leverage, c'est de documenter, c'est d'apporter des éléments de contexte, de faire ta discovery, d'expliquer pourquoi tu penses que c'est une bonne idée. Après, il y a un truc qu'il faut mettre très clair sur la table, c'est le CEO et le CTO. Enfin, en l'occurrence, si tu reportes au CEO ou au CTO, c'est lui qui va trancher, quoi. Je pense qu'il y a un vrai mythe sur le fait que le PM va décider de tout ce qui va se passer. Le PM, il va proposer des choses et il va y avoir un besoin d'alignement avec la stratégie, la vision, qu'est-ce qu'on aperçoit, etc. Donc il y a un vrai besoin d'acceptance de son niveau de périmètre décisionnel. Et pour le coup, en first PM, le niveau décisionnel, il existe, mais il est quand même réduit. Et en fait, c'est l'expérience et la montée en compétences, la croissance de l'équipe, etc., qui va faire que plus ça va aller, plus cette personne va être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. Mais pour prendre les meilleures décisions possibles, il faut vraiment bien avoir en tête la vision de ses fondateurs, pourquoi ils veulent aller à cet endroit-là, et donc ne pas hésiter aussi à les challenger, avoir de la discovery de leur part, pourquoi ils veulent faire ça, comment, parce qu'en tant que first PM, comme en étant la personne qui va dérouler l'exécution finalement de cette vision, il nous faut du contexte. On a besoin d'idées. Juste en une minute, Agorapulse est en train pas de pivoter, mais on est en train de se positionner un petit peu différemment. On est en train de partir sur évidemment la gestion des réseaux sociaux et je vous encourage à tester le produit, hein, il est en essai gratuit. Mais en plus de la gestion des réseaux sociaux que d'autres font, on souhaite apporter à nos utilisateurs la compréhension de la mesure de leurs résultats. En gros, c'est comment je peux connaître le ROI du temps que je passe à publier des liens, à répondre à mes utilisateurs, etc. Et un jour, le CEO est venu me voir, il y a 2 ans et demi, en me disant: «Voilà, je pense qu'il faut faire ça». Ma première réponse et la première réponse que je lui ai donnée et ça le fera sourire si, il tombe sur le webinaire, c'est: «OK, mais elle est où la discovery? Ça veut dire quoi exactement faire ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens à qui tu as parlé?» Parce que moi je suis pas sûr que ça soit la meilleure, solution. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Je ne sais pas si ça va vraiment répondre au marché. Et on est partis tous les 2 faire une trentaine de calls utilisateurs. Voilà. Donc je l'ai emmené avec moi faire une pratique discovery pour finalement qu'on arrive à un agreement commun. Ça reste la vision, donc il la porte, il la pousse. Moi, j'ai fait mon rôle d'essayer de comprendre un maximum de contexte autour de cette vision pour que je puisse aussi me l'approprier parce qu'ensuite, une fois qu'on l'a, il faut réussir à la dérouler. Et donc, le moyen de faire ça, c'est de bosser et de collaborer ensemble. Voilà. Super clair. Merci beaucoup, Seb. Et du coup, ce que je te propose, c'est de basculer à ta troisième partie autour de l'organisation produit. Yes. Alors, l'organisation produit. Donc, on s'y remet. Première partie, first PM. On arrive, on ne sait pas ce qu'on fait, on a besoin de clarté sur le périmètre. Donc, on va challenger notre boss. Vraiment, c'est important. Si vous ne savez pas quel est votre périmètre fonctionnel et décisionnel, allez challenger votre boss. Deuxième, le recrutement. On commence à recruter des profils. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on structure les équipes ensuite pour que, en fonction du scope fonctionnel qu'on a, et là on parle plus d'une équipe de 5-10 personnes avec tech et produits, hein. Là, on commence à parler d'une équipe qui commence à se découper à 20-25 personnes uniquement produits et tech. On commence à se dire: «OK, on a un PM, on a un deuxième PM, on a des équipes ingénieurs». On commence à construire notre modèle de squad et de tribe, dans laquelle on va à chaque fois retrouver des rôles particuliers. J'y reviendrai dans la slide d'après. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ces équipes? Comment on les structure? Est-ce que on va se préoccuper des personnes?
Est-ce qu'on va se préoccuper de la structure et de l'architechnique? Comment on va faire pour aligner tout ça, quoi? Parce qu'à la fin, on peut vite se retrouver avec 30, 40, 50, aujourd'hui chez nous, c'est entre 60 et 70 personnes, avec un désalignement complet si on n'a pas vraiment le bon scope. Donc 3 éléments importants. Trouver de l'autonomie et de l'alignement à travers trois points. C'est la qualité du trio dans lequel j'inclus product manager, engineering manager et product designer. Une mission et un scope clair qui va dépendre de soit de notre recherche d'impact, business entre guillemets, soit de l'architecture technique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parfois, il est de bon ton de dire que on doit bouger l'organisation en fonction des problématiques business. Parfois, c'est pas aussi simple que ça. Il faut trouver le juste milieu. Et un framework. Voilà, un framework qui déroule et ça, c'est vraiment important. L'organisation, c'est un produit, hein, vous entendrez plein de gens le dire, c'est un vrai produit, c'est-à-dire que votre recherche d'organisation dans un premier temps ne sera pas optimale. Il va falloir itérer pour changer et arriver à un niveau de satisfaction suffisant, mais qui va baisser avec le temps parce que les problématiques changent. Et donc l'organisation, au bout d'un moment, ne fit plus avec les problématiques qui arrivent. Et donc il faut être capable de changer ça de Et manière itérative. justement, ouais, Sébastien, sur cette partie, changement organisationnel, est-ce que tu as des tips, pour réussir à faire bouger son organisation? Je sais pas, par exemple, organiser des rétrospectives pour, se faire des petits points sur où est-ce qu'on en est autour de l'orga? Enfin, est-ce que vous Ouais. aviez un fonctionnement, dédié, chez AgoraPulse? Alors ça, c'est ce que je vais un peu aborder dans le point 4 avec le leadership, mais je peux déjà en donner un élément de réponse. L'alignement entre l'engineering et le product est une Mmh. clé absolue pour réussir à scaler son entreprise. Je pense que sans ça, on va au-devant de grosses frictions dans lequel on va mettre plein de choses, hein. On va prendre un grand pot là, et puis on va mettre un petit peu d'ego, un petit peu de politique, un petit peu de comment dire, de principe, un petit peu de je pense qu'il faut ci, je pense qu'il faut ça. Et en fait, si on n'a pas un alignement du leadership produit, on va passer plus de temps à parler des frictions et à faire des guerres de chapelle, entre guillemets, plutôt que bosser sur les vrais sujets. Pour vous donner un exemple, chez AgoraPulse, pendant très longtemps, le leadership produit, c'était 3 personnes de l'engineering, donc avec notre CTO et 2 head of engineering, et moi. Donc là, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre important, engineering, product. Ça nous a mené à avoir plein de discussions de principe sur quel framework de travail on veut mettre en place, comment on veut organiser les équipes, quel est le rôle de l'engineering versus le rôle du product, qui own le delivery, est-ce que c'est l'engineering, est-ce que c'est le product, voilà. On a eu plein de sujets comme ça et c'était OK. J'ai eu la chance, malgré ce déséquilibre, de tomber avec des gens qui étaient super. Enfin, je veux dire, collaborer avec eux, c'était top. Mais dans l'organisation et dans le côté conversation constructive et arriver à des décisions qui sont saines entre guillemets, il a fallu pas mal bosser là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a une organisation qui a changé. Le leadership produit, ce n'est plus juste un CTO, 2 Head of Engineering et moi, c'est un CTO, 2 Head of Engineering, moi, un Head of PM, un Head of Design. Voilà. Donc là, il y a 3 personnes de chaque côté qui ont toutes leurs responsabilités désormais très bien définies, qui fait que on arrive à s'aligner assez rapidement et que le produit comprend les problématiques engineering, l'engineering comprend les problématiques produits et on essaie toujours de trouver le consensus. Ça, c'est ce qui fait une grande force du point numéro 1 qui est la qualité de la relation dans le trio. OK. Et je pense que tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc l'importance du trio. Donc, au niveau de la squad ou de la tribe, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle le trio business, engineering manager, product designer, product manager. Pour ceux qui se demanderaient si le QA doit être ici ou pas, c'est une vraie question. Mais là, on parle vraiment d'un trio au sens business. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir ensemble et se poser ensemble pour leader les initiatives business de la tribe ou de la squad dans laquelle ils travaillent. C'est quelque chose qu'on a développé et qu'on a étendu à travers l'intégralité de nos tribes et de nos squads aujourd'hui. Et c'est certainement, aujourd'hui en tout cas à ma connaissance,
le meilleur format possible de travail et de collaboration. On a eu pendant un temps, et je reviendrai à ça sur la partie leadership, mais un manque de présence leadership du design. On avait la tech et le product management / produit avec moi très bien représenté, mais le design n'était pas représenté. Ce qui a changé aujourd'hui et ce qui apporte aussi un autre type de conversation dans les échanges qu'on peut avoir. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez du mal à faire passer vos idées, que vous avez des problématiques de moi je pense qu'il faut faire ci, et moi je pense qu'il faut faire ça, et que vous n'arrivez pas à trouver le point de convergence dans vos conversations, c'est qu'il vous manque quelqu'un dans la discussion. Et normalement, si vous avez un engineering manager, un product designer et un product manager qui sont bien cadrés dans leur tête et qui savent que l'important, c'est l'équipe, c'est pas l'ego ou le précaré de cette personne, c'est vraiment l'équipe et comment l'équipe va apporter de la valeur dans l'entreprise, vous êtes capable de trouver des points de convergence assez rapidement. Et parfois, on va laisser passer ça, voilà, un bout pour prendre autre chose. Mais c'est OK, la vie est faite de compromis et on sait que celle du product manager est remplie de compromis. Donc voilà, il faut juste bien les utiliser. Et peut-être une question sur le product trio, qui est Mmh. effectivement, un concept très important dans le domaine du product management et qui prend de plus en plus d'importance, parce qu'on voit effectivement la valeur de la collaboration de ces 3 profils-là. Moi, dans les équipes que je coach, sur la partie delivery, il y a pas trop de sujets, mais sur la partie discovery, c'est toujours un peu plus compliqué d'arriver à pousser, tu vois, cette collaboration forte entre ces 3 profils, notamment du côté engineering manager, tu vois, qui, parfois, a moins tendance, tu vois, à pousser, sur la phase de discovery et même parfois le PM qui est trop orienté, delivery et pas discovery. Comment justement tu fais pour, concrètement embarquer ce product trio pour qu'ils, collaborent ensemble, à la fois sur la partie disco et à la fois sur la partie delivery? Alors ça, c'est un challenge de tous les jours. La théorie, sur le papier dit que, ce serait super d'avoir, l'engineering manager ou même des membres, heu, des membres de l'équipe engineering, des full stack, développeurs, dans les calls de discovery. Ça, c'est super. Évidemment, le product designer et le product manager lead les efforts de discovery, que ce soit à travers de l'analyse concurrentielle, ou, de la discovery en call avec nos utilisateurs. Le plus important, c'est que la discovery soit documentée et qu'elle soit accessible. Et c'est pas toujours simple d'embarquer une personne de l'engineering dans les calls utilisateurs. Parce que leur bande passante est extrêmement chargée, et 2, hem, on sait que c'est pas toujours le bon moment, qu'on a des gros sujets et cetera. Donc, la discovery qui est continue, celle sur laquelle on doit travailler de manière régulière, c'est bien de pouvoir embarquer quelqu'un. La discovery un peu plus spécifique, c'est peut-être un petit peu plus, compliqué. Pour autant, je peux donner un exemple, très récent. On a fait un call client, qui était vraiment pas du tout content de notre outil de publication, heu, qui montrait vraiment beaucoup d'insatisfaction. C'était le dernier client qui est resté sur notre ancienne version. Donc tous nos autres clients sont passés sur la nouvelle version, sont contents d'utiliser le nouveau produit et cetera. Lui avait tweaké un peu l'usage de notre plateforme, et donc la nouvelle version ne lui correspondait plus. Donc très mécontent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au-devant, du call, donc j'ai organisé le call avec l'aide de notre Customer Success Manager et j'ai embarqué avec moi dans le call l'engineering manager de l'équipe et le, product designer. Le product manager était en congé, donc il pouvait pas être là, sinon c'est lui qui aurait fait ce call-là. Mais là, pour le coup, dans ce genre de call, c'était hyper important d'emmener l'engineering manager et le product designer parce qu'on peut trouver des solutions, parfois, hyper rapides à des problématiques qu'on ne connaît même pas avant de parler à l'utilisateur. Donc c'est bien d'avoir ces gens-là dans le call, le trio dans le call, pas tous, encore une fois, question de bande passante, chacun son métier et sa responsabilité, mais il y a parfois, la nécessité d'avoir les bonnes personnes dans le call. J'ai envie de dire, dans la bonne pratique, si on peut à chaque fois avoir, une personne de l'engineering dans un call utilisateur, c'est quand même le must pour les sensibiliser à, c'est quoi la vraie pain du client? Et puis aussi parce que parfois, ils peuvent trouver une solution hyper rapide, qui sera validée instantanément par le designer et le product manager parce que c'est une évidence, mais que côté produit, on n'a pas la notion de se dire: «Tiens, on pourrait faire ça rapidement». Voilà. Mmh. Donc, c'est vraiment important, de pouvoir les intégrer dans le trio et dans le D'accord. discovery, pardon. Tu peux passer à la suite. Yes. Alors l'importance du scope et de la mission, donc ça,
C'est ce que j'expliquais, l'architecture technique, évidemment, on va se poser très vite des questions d'ownership de code. Typiquement, le code de l'outil de publication versus le code de l'outil de reporting versus le code des synchros avec les réseaux sociaux pour récupérer les commentaires des Facebook, Twitter, etc. L'ownership, il est important. Et donc, quand on a besoin d'itérer rapidement sur une code base, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas une équipe qui own ce bout-là, ce pan-là de la code base. Donc, c'est évidemment important pour définir la structuration d'une équipe produit quand elle grandit. La mission business aussi est importante. On n'est pas, je pense que chez Agorapulse, comme quoi on a encore des choses à améliorer, hein, on n'est pas parfait. On n'est pas encore assez clair sur le fait de communiquer la mission de la tribe. Et il va falloir qu'on travaille là-dessus, qui est que dans le meilleur des cas, chaque membre de la squad / la tribe doit connaître la mission qu'il a pour les utilisateurs, la mission business. C'est leur but commun, c'est pourquoi ils se lèvent le matin, entre guillemets. C'est la raison d'exister de l'équipe. Donc on doit vraiment avoir de la clarté là-dessus. Et le dernier point, c'est le product outcome, parce que c'est hyper difficile d'avoir des équipes produits qui ont tout un impact business évident. Quand on est un scope fonctionnel vendu dans un ensemble, ce qui est le cas d'Agorapulse, on ne vend pas séparément la publication, la gestion des conversations et le reporting. C'est difficile pour l'équipe publication, par exemple, d'avoir une idée précise de leur impact business. En revanche, si on arrive à lier l'impact business à un outcome produit, et ben là, on va pouvoir focaliser les efforts de l'équipe sur quel est l'outcome produit qu'on recherche. L'outcome produit, c'est l'impact sur lequel l'équipe a un impact direct. Ça ne va pas avoir un impact dans 2, 3, 4, 5 mois. Ça, c'est l'impact business qu'on peut mesurer à plus long terme. L'impact, enfin l'outcome produit, c'est celui sur lequel on va mesurer très rapidement une évolution, positive ou négative, des développements qu'on a mis en prod. Et donc ça, c'est vraiment un sujet important. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille vivement la lecture du bouquin Continuous Discovery Habits de Teresa Torres, qui a été chez nous un outil majeur de shift et de positionnement sur comment on construit la roadmap chez nous. Donc voilà, une référence qui fait pour moi partie des must-have absolus du métier de product manager, avec d'autres que je pourrais vous donner à la fin. C'est clair. Donc voilà la constitution d'une squad. Je trouvais intéressant de vous montrer à quoi vraiment ça ressemble. On a le product manager, on a le product designer, on a l'engineering manager. À l'intérieur, en dessous, on va retrouver le full stack. Donc on en a en général 3 ou 4. Et on a un QA. Donc on a des responsabilités qui sont très claires. Le PM est en charge de la value et de la viability. Le product designer, il est en charge de la usability. Le M et l'ensemble de l'équipe engineering côté développement est en charge de la feasibility. Et le QA est en charge de la quality. Il y a un élément sur lequel toute l'équipe travaille, c'est évidemment la mission, etc. Mais c'est aussi le fait de réfléchir ensemble à construire la meilleure expérience utilisateur possible. Il y a souvent un sujet, un débat sur mais est-ce que c'est pas le product designer qui own cette partie-là finalement? Si, évidemment. Mais le rôle du product designer, c'est de s'assurer d'avoir pris en compte toutes les contraintes pour construire la meilleure expérience utilisateur. Mais la réflexion de l'expérience utilisateur, elle émane de l'équipe. Voilà. Du trio en particulier, mais avec l'intégration de toute l'équipe quand c'est possible, parce que le QA est évidemment un vrai rôle à jouer là-dedans, c'est un expert de sa fonctionnalité, et que l'ensemble de l'équipe de développement a aussi son mot à dire sur comment ils vont pouvoir construire telle ou telle fonctionnalité. Voilà, je donnais un exemple de mission sur lesquelles on peut travailler. Et donc une fois qu'on a construit une squad, ce qui était notre cas en 2019, souvenez-vous, quand on a recruté cette première personne, on va pouvoir construire des tribes. Parce qu'il y a un besoin d'alignement, comme je le disais. Il faut que les squads se regroupent sur un scope fonctionnel similaire avec un objectif commun. La squad A, la squad B, la squad C ont toutes leurs raisons d'être, encore une fois, que ce soit sur un scope fonctionnel ou sur un impact business précis. Mais ensuite, ce regroupement de squads doit répondre à une problématique commune. Voilà. Ça, c'est vraiment pas évident à construire.
parce que parfois on va coller des squads ensemble parce que d'un point de vue managérial et d'un point de vue organisation, c'est plus simple. On a des personnes qui peuvent être là pour chapeauter un peu tout ça. Ça se rapproche un peu plus ou moins. Allez, on fait ça et puis on verra plus tard. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en phase itérative. Donc c'est OK d'avoir une organisation qui est bancale. À partir du moment où on sait ce qui est bancal, on sait comment prévenir les potentielles frictions ou les potentiels, impacts négatifs, mais en réfléchissant à quelle peut être la meilleure solution pour demain. Voilà. Et enfin, l'organisation produit, c'est le framework. Donc, rappel, hein, 1er point, c'est, la nécessité d'avoir un trio fonctionnel. Le 2e point, c'est, l'organisation avec la constitution de squad et de tribe. Une fois qu'on a ça, il nous faut un framework pour aligner tout ce petit monde. Et auparavant, ça fonctionnait, un petit peu, de manière artisanale où je restais proche, des équipes et que, je construisais la roadmap avec elles et cetera. Bon, là, on a encore grossi, donc c'est beaucoup plus compliqué. On a mis en place ce qu'on appelle chez nous les QTR. Alors, il y a les OKR, il y a plein de systèmes qui existent. Chez Agorapulse, je pense qu'on a une tendance à ne pas vouloir se coller aux frameworks existants parce qu'ils sont parfois rigides et les appliquer, by the book, c'est toujours beaucoup de contraintes. Donc on a fait le choix, même dans nos process de delivery, on a fait le choix de prendre ce qui fonctionne pour nous, de les adapter. Donc on n'est pas en Scrum, on n'est pas en Kanban, on n'est pas en tout ça. On prend un peu le meilleur de tout ça et on essaie de construire notre modèle. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, attention, hein. Je dis pas que construire son modèle, c'est vraiment la meilleure des solutions, mais voilà. Donc on arrive sur les QTR. Les QTR, c'est quoi? C'est un quarterly tribe review que je vais transformer bientôt en quarterly team review parce que je voudrais déporter ça des équipes produits vers le PMM que j'ai aussi dans l'équipe. Mais voilà comment ça se passe. Ça démarre avec la continuous discovery et là je fais la petite mention de Teresa Torres dont je vous parlais. Donc on est en discovery continue. Ensuite, on va définir et partager les company goals aux équipes. Donc on va s'assurer que les objectifs de l'entreprise à 1 an sont clairs pour tout le monde. Ils sont communiqués, ils sont partagés, ils sont répétés, ils sont clairs pour tout le monde. Ensuite, on met en place ce qu'on appelle les OST, les Opportunity Solution Tree. Donc, ça veut dire qu'on prend l'outcome business, qui est souvent un des goals de l'entreprise. Et ensuite, on va essayer de découler à ça un product outcome et toutes les opportunités sur lesquelles on va avoir envie de travailler. Alors, souvent, vous êtes nombreux à vous dire « Ouais, mais je ne comprends pas ce truc-là. Moi, j'ai des features. » Oui, les features, ça vient après, en fait. Les features, c'est la solution à l'opportunité qu'on va lister ou au problème de l'utilisateur qu'on a rencontré. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aussi commencer par lister les features, essayer de les regrouper au format d'opportunités, à quelles opportunités ces fonctionnalités-là vont répondre, et quel est l'outcome produit qu'on va pouvoir obtenir de ça. Mais attention, votre système de réflexion et votre contexte de réflexion, c'est l'outcome business. C'est ce que vous allez vouloir impacter à long terme. Donc, vous mettez tout ça sous forme d'arbre, et ensuite, vous allez sélectionner les opportunités et rédiger alors, vos features narratives, votre documentation, quels problèmes vous essayez de régler, quelles solutions vous pensez apporter, quels sont les success métriques que vous souhaitez y apporter. Enfin, voilà. Vous allez mettre en place de la documentation. Et enfin, une fois que ce travail a été fait, vous allez présenter ça au leadership produit. Le leadership produit va challenger votre planning pour le quarter. Et une fois que tout le monde est aligné, vous la présentez, vous la partagez. Le laps de temps dans lequel ça se passe, ça, c'est approximativement 2 semaines à partir du moment où vous enlevez l'étape 1 et l'étape 2, et l'étape 3 qui sont un peu des sujets continus. L'étape 4, 5, 6, ça prend entre, on va dire 10 jours et 15 jours. Voilà. Peut-être il y a une question, Sébastien, c'est Ouais. ultra intéressant. Effectivement, donc, ce qui vous a pas mal drivé, hein, c'est, l'OST de Teresa Torres, Ouais. qui est effectivement, canon, hein, pour bien structurer et processer, de la discovery jusqu'au delivery, la construction de ces fonctionnalités. Est-ce qu'il y a d'autres frameworks qui vous ont inspiré, peut-être, tu vois, sur le fonctionnement des équipes, l'animation des cérémonies, que ce soit au niveau équipe ou au niveau, à l'échelle? Alors on prend les grands classiques, hein, on a des équipes qui font des rétrospectives évidemment. Ensuite on met un fort impact sur la collaboration, intermétier des équipes. Donc la collaboration pour moi, c'est le meilleur framework, hein. Mettre des process et des rituels juste
pour se dire qu'on suit un framework. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Il faut en prendre certains, il faut les tester, il faut regarder si vraiment ça vous apporte quelque chose, parce que si ça vous apporte rien, ça sert à rien. Vous allez perdre un temps incroyable à faire des choses by the book qui finalement n'ont pas d'impact espéré. Donc nous, ce qu'on fait, on fait des rétrospectives, on utilise pas mal les systèmes de feature narrative pour documenter, c'est vraiment important. Et ensuite, on a des réunions qui sont plutôt des points de check-in. Je pourrais vous partager ultérieurement quels sont nos différents rituels, mais très rapidement, on a un weekly de squad le lundi matin. On a un Monday Product Meeting dans lequel les product managers vont et parlent essentiellement au customer facing, avec un petit peu de marketing aussi, un alignement qui est là toutes les semaines. Donc là, c'est que le PM de la squad qui vient. Ensuite, on a des daily par métier. Alors c'est des daily qui se font pas tous les jours. Mardi, jeudi pour les engineering managers avec le head of product engineering et quotidiennement avec les PM, avec le head of PM. Et puis ensuite, il y a parfois des task force qui sont organisées parce qu'on a besoin de tacler un sujet. On a des rituels aussi côté design, designer, avec des designs critiques, etc. Voilà, ça peut être propre à la squad ou propre au métier. Je dirais qu'on a fait un peu comme tout le monde. On a lu les 3 à 4 bouquins qui parlent d'organisation de produits, puis on a testé des choses, et aujourd'hui, on a gardé vraiment que ce qui fonctionne. Voilà. OK. Très clair. Je vois qu'il y a le temps qui file, hein, quand on s'amuse, le temps passe rapidement. Ouais. Et peut-être ce que je te propose, c'est de basculer à la dernière partie qui est quand même très intéressante, hein, sur le leadership, produit. Ouais. Et effectivement, en 5-6 minutes, balayer cette partie-là, du leadership produit. Je fais juste une petite parenthèse, nous, on va également vous mettre, dans le chat un petit lien, pour que vous puissiez nous donner, vos feedbacks, sur, l'événement du Bourbier. Donc si vous êtes en capacité de faire du multitasking, et d'écouter, Sébastien et en même temps de nous donner votre feedback, ça serait top. Carrément. Donc le leadership. Alors c'est un peu l'anecdote que je vous expliquais, que je vous donnais tout à l'heure. Un leadership pas équilibré, c'est l'assurance de vraiment passer du temps sur des sujets qui n'ont pas d'impact, ou alors qui reviennent systématiquement parce qu'on n'a pas les bonnes personnes aux bons endroits. C'est potentiellement une faille dans la prise de décision. Ça veut dire que quand vous avez un trio d'une squad qui prend des décisions, mais qui ensuite n'a pas de référentiel sur l'alignement ou sur le challenge qu'ils peuvent obtenir, ils peuvent prendre des décisions et on ne sait pas qui va les challenger. Aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, alors ça s'est passé chez nous, c'est-à-dire qu'on avait des trios et finalement notre organisation de leadership produit ne permettait pas de vraiment challenger ce qui se passait dans les tribes. J'étais principalement le seul à le faire, entre guillemets, ce qui posait des complexités et des difficultés quand moi j'allais voir directement soit un engineering manager ou un product designer. Il y avait parfois de l'incompréhension parce que je suis pas développeur et je suis pas designer. Et oui, alors j'ai mon gros background de PM, mais parfois ça posait des questions de est-ce que je suis la bonne personne pour aller challenger tout ce petit monde? Et la vérité, c'est que non, je n'étais pas la bonne personne. Et on s'en rend compte aujourd'hui, même si j'avais évidemment toute la visibilité, la vision et tout ce qu'on veut, il y a une forte notion d'acceptabilité de tout ça. Et si tu n'es pas la bonne personne pour aller challenger, le challenge, il va être mal pris, il va être mal perçu, il va être parfois mal communiqué aussi. Et donc, on n'arrive pas à ce qu'on espère, c'est-à-dire un alignement. Donc, faille dans la prise de décision, des possibles mauvaises décisions, évidemment, et de la frustration à tous les étages. Donc, l'équipe, elle est sous-représentée, sous-écoutée. Ça va être difficile de gérer le produit, ça va être difficile de gérer les gens, les hommes avec un grand H, hein, les hommes et les femmes qui composent ces équipes-là. Et donc, la communication est évidemment le point clé dans la collaboration de ce trio-là. Aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a un trio de tribe qui communique avec un trio de leadership. Donc les problématiques techniques, design, UX, produits, roadmap, etc., elles sont comprises par le trio de la squad et le trio du leadership. Donc on ne peut pas avoir des discussions où on ne se comprend pas. On a tous les métiers qui sont à chaque fois répartis dans les strates de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure organisation possible. Un trio à tous les étages.
Donc voilà, l'équipe produit tech aujourd'hui, c'est ça, c'est une équipe technique avec un CTO de head of, et l'équipe produit, c'est head of product, head of product management, head of product design. Alors, le sujet des titres est toujours un sujet, mais voilà ce que ça donne chez nous. Voilà. Donc ça, c'est le même trio que je vous ai montré tout à l'heure. Engineering manager, product designer, product management. Ben là, on a un head of product engineering, un head of product design et un head of product management. Ici, vous ne trouvez pas le CTO et vous ne trouvez pas le head of product, le head of platform engineering, parce qu'ils sont sur des sujets plus techniques, entre guillemets, et que le head of product engineering, finalement, vient s'intégrer à l'organisation plutôt matricielle, puisque je ne suis pas le manager de cette personne, mais il vient s'intégrer à l'organisation matricielle qu'on a pour collaborer au quotidien avec notre head of product design et notre head of product management. Et donc, encore une fois, on retrouve ce trio. Voilà. Hmm. Donc, petite conclusion. Déjà, merci si vous êtes encore là, 56 minutes après. On a perdu quasi personne, Sébastien. Je te Et, félicite d'avoir réussi à tenir en haleine quasi tout le monde. ben, c'est super. J'espère que ça vous aura apporté des learnings pragmatiques sur comment on peut monter en compétences et comment on peut continuer à étendre sa zone d'influence en tant que product, parce que c'est ça aussi dont il est question. C'est que First PM, la zone d'influence, elle est comme ça, et qu'évidemment, quand on grandit et que l'entreprise grandit, notre zone d'influence grandit avec. Premier point, vraiment important, si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr de ça, allez clarifier votre périmètre et demandez ça à votre boss. C'est important, parce que ça va le forcer à se poser des vraies questions lui aussi sur, OK, mais quelle autonomie je donne à mon PM? Restez pragmatique. Oui, les frameworks, c'est bien. Oui, les, les learnings, c'est bien, les bouquins, c'est bien, etc. Mais surtout, restez pragmatique et à l'écoute de ce qui se passe dans votre entreprise. L'intelligence émotionnelle est importante. Prenez-en vraiment conscience. Analysez vos manques, recrutez pour améliorer. N'ayez pas peur de recruter quelqu'un qui est plus fort que vous. C'est OK, c'est même bien, parce qu'une personne qui est forte dans votre équipe, ça va vous rendre plus fort aussi, et vous allez apprendre. Donc n'ayez pas peur de ça. Vous allez recruter quelqu'un, c'est pas pour vous faire voler votre poste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes bien dans vos pompes et que vous êtes capable d'évoluer et de progresser, recrutez quelqu'un qui est fort. C'est vraiment ça un mythe à casser, hein. Recruter des gens qui sont bons ne vous fera pas d'ombre. L'alignement, c'est la clé. Pragmatisme, challenge et communication. C'est un vrai message à faire passer à toutes les équipes. C'est pas toujours facile de se faire challenger. Moi, je reporte directement au CEO, je suis dans la team exec de l'entreprise. Il y a du challenge quotidien. Et c'est OK, et c'est bien, c'est ce qui nous fait progresser. Il y a évidemment une question de forme dans le challenge. Donc essayez d'y mettre les formes. Là aussi, on va faire appel à l'intelligence émotionnelle. Mais voilà, soyez pragmatiques, soyez constructifs, et voyez bien que parfois, il est nécessaire de lâcher un petit bout pour obtenir le reste. Et le dernier point, le challenge via les trios. Voilà. Si vous avez les moyens dans votre organisation et dans votre entreprise d'avoir des trios à tous les étages, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Trop bien, passionnant. Merci beaucoup, Sébastien. C'était canon, d'avoir pu te suivre là, de ton poste de First PM, jusqu'à aujourd'hui, hein, la gestion d'une grosse orga, produit avec plus de 150 personnes. Est-ce que pour, terminer le call, tu as un petit message à nous passer? Peut-être, je sais pas, côté Agorapulse, des recrutements, une grosse fonctionnalité qui va sortir, je sais pas, voilà, un petit truc pour Écoute, terminer ce call. oui, alors c'est ce que je disais, si dans votre entreprise vous avez des réseaux sociaux, ce dont le contraire m'étonnerait, n'hésitez pas à aller sur Agorapulse. Le free trial, il est gratuit, il est immédiat, vous n'avez pas besoin de rentrer de moyens de paiement. Avoir des PM qui testent le produit, je trouve ça toujours super intéressant, donc n'hésitez pas à aller tester. Il y a évidemment des choses qui vont vous surprendre et qui ne seront pas forcément comme vous le souhaitez ou comme vous l'attendez. Mais n'hésitez pas, je suis aussi présent sur LinkedIn, n'hésitez pas à me solliciter, à engager la conversation sur des problématiques produits, je le fais très régulièrement. Et voilà, Mmh. globalement, merci d'avoir été là. Et pour compléter ce qu'a dit Sébastien, moi j'ai testé le produit ce matin, pour préparer le bourbier et il est vraiment canon. Donc, faites-vous plaisir si jamais vous avez des problématiques réseaux sociaux. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont assisté, au bourbier et puis on se dit à très vite pour la prochaine édition du bourbier. Merci à tous. Salut Benoît, merci tout le monde. Bye Sébastien, merci.